c'est un chemin qui a commencé il y a très longtemps et ça avance. Les CBDC vont se passer dans tous les pays du monde. Il y en a qui vont être premiers adopteurs, il y en a qui vont arriver un petit peu plus tard. Une grande partie des centralized exchanges qui vont donc acquérir des licences ou se voir offrir des licences par une multitude de pays, pour la plupart avoir en fait des licences de spot. Et donc s'ils prennent la licence de spot dans un pays, que ce soit la France, l'Allemagne, l'Angleterre ou les US, ces gouvernements vont ensuite leur demander d'arrêter les futures. En tant qu'exchange, tu vas avoir une licence, on va te dire ok, tu peux faire du spot mais rien d'autre et tu arrêtes tout le reste. Donc où va aller ce flow? Mais le but c'est d'avoir un logiciel qui soit de plus en plus, je dirais, agile, mais également de démocratiser vraiment l'accès à ce choix financier qui est pour nous assez simple et qui en fait pour beaucoup de monde présente une vraie opportunité et parfois un petit peu une bouée de sauvetage parce qu'ils sont dans des régions du monde où les choses vont pas super bien. Ce qui m'excite beaucoup pour 2024, c'est ce qu'on appelle les permissionless markets chez DYDX. Ça veut dire que les utilisateurs, avec une gouvernance qui sera à haute vélocité, vont pouvoir en fait lister un nombre croissant de marchés sur DYDX et pouvoir trader tout ce qui est un price feed. Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview. Cette fois-ci, j'ai eu le plaisir de recevoir Charles Dossy. Excuse-moi. Hello Charles. Salut, comment tu vas? Écoute, il est assez tôt pour moi, puisque je vis un petit peu en décalé habituellement. Donc, j'ouvre mes petits yeux progressivement. Et puis, surtout, écoute, on a de la volatilité sur le marché. Donc, d'un point de vue trading, on est plutôt heureux, au moins que ça bouge, parce qu'on a quand même une phase assez ennuyante, je dirais, sur les 6-7 derniers mois précédant un petit peu la hausse récente. Donc, non, vraiment très content de ce qui se passe. On fait des choses, il se passe des choses sur l'écosystème, on a le retour des meme coins et des conneries à gauche à droite, donc pour nous divertir c'est pas mal sur Crypto Tutor et puis voilà. Et toi du coup? Bah écoute, nous pareil, on est content de l'année 2023 qui se termine. On a tous shippé l'écosystème, la DYDX Chain. On est super occupé avec plein de follow-up après ça et puis la croissance de la chaîne maintenant. Donc on a bien bossé en 2023. On attend un petit break. Ça sera quand même welcome sur la fin de l'année. Et puis 2024, il y a déjà plein de trucs qui sont dans les cartons et qu'on va mettre en place avec tout l'écosystème DYDX. Donc on est super content et excité. Bah écoute, super content de te recevoir. Pour les gens qui ne te connaissent pas, du coup, tu es CEO de la fondation DYDX, qui est donc en gros globalement l'entité qui est derrière la DYDX V4, qui se veut totalement décentralisée. On va justement parler un petit peu de tout ça dans cette interview-là. Avant de commencer, j'ai souvent l'habitude de demander à mon invité qui est-ce qu'il aimerait voir sur ma chaîne. Donc, est-ce qu'il y a peut-être des gens... Je pose toujours cette colle, hein, mais je ne changerai pas. Est-ce que il y a peut-être des gens que t'aimes bien, que tu trouves qu'on voit pas assez peut-être sur les réseaux, qu'on voit peut-être pas assez en interview, en vidéo, peut-être des gens que tu côtoies, tu vois, des gens autour de toi. Ça peut être des VC, des market makers, des builders, des entrepreneurs, des traders, juste des gens que t'aimes bien et qui te semblent intéressants à interviewer à tes yeux. Moi, j'aime beaucoup les gens des autres podcasts aussi. Je fais beaucoup de podcasts, dont le tien. Et il y a parmi cette famille des podcasteurs crypto qui sont dans le marché depuis longtemps, énormément de connaissances, énormément de knowledge. Donc, si tu as l'opportunité d'inviter d'autres podcasteurs, et je sais que tu fais ça en anglais quand tu as l'opportunité, des gens de chez Epicenter, les gens de chez Blockworks aussi, pour un peu faire du cross fertilization et voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut retirer un petit peu de leur expérience et puis aussi continuer à un petit peu highlighter le monde francophone qui est super influent en crypto et on en reparlera. Mais c'est vrai qu'on a un écosystème, je trouve, qui est quand même assez développé vu le petit pays qu'on a, entre grands guillemets, par rapport à des États-Unis, à la Chine, je sais pas, ou même d'autres. Enfin, j'ai l'impression qu'on a quand même des gens qui sont assez engagés en France à ce niveau-là. Donc, voilà, plutôt content, sincèrement, que ça soit le cas. Pour commencer, voilà, qui es-tu, Charles? Que fais-tu? Pourquoi es-tu là? Pourquoi es-tu dans cet écosystème? Voilà, parle-nous un petit peu Et de on m'a dit toi que pour c'était que les un gens puissent... podcast, c'était pas une thérapie. Je suis pas venu pour une thérapie. C'est gratuit au moins. Cool. Non, bah écoute, j'ai 45 ans, je suis dans la crypto depuis une dizaine d'années. J'ai commencé sur Bitcoin en 2011. Je suis arrivé dans la crypto en fait via les fichiers, le partage de fichiers peer-to-peer. Donc quand j'étais étudiant, il y a maintenant plus de 20 ans, j'avais évidemment un budget d'étudiant et à l'époque, on échangeait nos fichiers MP3 et les movies via des réseaux comme eDonkey 2000,
après il y a eu BitTorrent, après il y a eu plein d'autres trucs. Donc j'ai commencé par le peer-to-peer computing de cette façon-là. Et un jour, forcément, je suis tombé sur le white paper Bitcoin qui disait peer-to-peer money. Donc l'aspect peer-to-peer, j'ai très très vite compris, et puis ça m'a vachement passionné parce qu'en fait, j'ai réalisé que j'avais pas forcément très bien compris le monde de l'argent en général, comment c'était construit, et que quand tu mixais la technologie et l'argent, ça devenait un sujet super passionnant. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à mettre les doigts dans la crypto via Bitcoin. Ensuite, j'ai fait plein d'autres choses. J'étais entrepreneur. Après, j'ai travaillé pour le gouvernement de Hong Kong en tant que Head of FinTech. Donc, j'ai travaillé à développer l'écosystème de la plateforme internationale financière qui est Hong Kong, lui faire prendre un petit peu le virage des technologies financières de la FinTech. Donc, je travaillais beaucoup de verticales, le paiement, l'assurance, InsurTech, Payment Tech, et notamment la blockchain. Donc, à l'époque, j'ai travaillé avec tous les early, le début des sociétés de crypto en général. Pas tellement les exchanges, parce qu'à l'époque, c'était pas forcément à la mode à Hong Kong de faire venir des crypto exchanges, mais beaucoup de gens du monde de la blockchain en général, donc Consensus, Corda à l'époque, Cardano, Ripple, un petit peu les OG technologies que j'ai fait venir à Hong Kong pour les aider un petit peu à grossir en Asie depuis Hong Kong. Et puis derrière, j'ai été recruté par Consensus, donc j'ai rejoint Consensus par la suite, où j'ai monté le bureau de Hong Kong pour eux, et ensuite j'ai pris en charge toute l'Asie, donc pour aider au développement de MetaMask sur l'ensemble des marchés asiatiques, mais aussi Infura, qui était plus une offre infrastructure, et puis beaucoup de projets plus d'entreprises ou de banques centrales. J'ai construit à l'époque énormément de projets CBDC avec les banques centrales d'Australie, Singapour, Thaïlande, Hong Kong, Corée, Abu Dhabi, et également avec la Chine, et essayer de comprendre un petit peu comment ils approchaient ces sujets de central bank digital currencies, et comment Ethereum, puisque le consensus était vraiment focusé sur cette technologie-là, pouvait aider un petit peu à créer des réseaux qui allaient pas devenir des intranets qui allaient finir forcément à la poubelle, mais des intranets qui étaient prêts à s'interconnecter, et du coup à donner plus de valeur au CBDC. Donc c'est un quelle année ça? Les CBDC, j'ai rejoint Consensus en 2018. CBDC, c'était 2019, 2020, 2021. C'était déjà tôt, hein. Ouais. En fait, tu as eu un petit peu un effet de FOMO un petit peu du côté des banques centrales, où dès que tu en as eu une qui a commencé un petit peu à être publique, les autres ont commencé à dire ouh là là, il faut pas que je me laisse distancer. Et pour nous, c'était un petit peu une fois qu'on avait commencé à travailler avec une, on avait les autres banques centrales, en tout cas pour moi sur l'Asie, qui suivaient très très rapidement parce qu'elles voulaient pas se laisser distancer. Donc c'est intéressant de voir que même pour une banque centrale, on les voit toujours un petit peu comme des organisations qui sont en retard, etc. Ils sont aussi extrêmement compétitifs. Et si tu veux que ton argent ou ta monnaie reste compétitive dans le monde actuel, tu dois avoir une distribution de cette monnaie-là qui soit la plus optimale. Et c'est pour ça qu'ils sont tous encore et toujours, entre guillemets, à se tirer la bourre sur l'infrastructure de leur currency pour s'assurer que ce soit bien distribué. Comme quoi, il n'y a pas que les retails qui FOMO. Ensuite, j'ai rejoint DYDX. Excuse-moi. Je disais comme quoi, il n'y a pas que les retails qui FOMO. Non, il n'y a pas que les retails qui FOMO, exactement. Et ensuite, j'ai rejoint DYDX il y a maintenant plus d'un an. La raison pour laquelle j'ai rejoint DYDX, je voulais passer plus de temps au niveau de l'application. J'ai travaillé beaucoup d'infrastructures chez Consensus, qui était très sympa, mais j'avais un petit peu moi-même la FOMO de me dire il faudrait que je puisse travailler plus au-dessus de la couche Ethereum ou de la couche network simplement, et donc pouvoir travailler en DeFi, qui est un use case extrêmement confirmé. Travailler également sur un sujet AppChain, qui est vraiment le sujet du moment chez DYDX. La DYDX Chain a été lancée, donc c'est vraiment un autre chapitre dans l'histoire de la crypto que j'ai pu suivre au fil des années, passer de Bitcoin à Ethereum et maintenant sur la logique AppChain. Pour moi, c'était passionnant, et puis découvrir un petit peu l'écosystème Cosmos aussi. Je suis plutôt un blockchain maximaliste, sans m'enfermer sur une chaîne ou un asset précisément. Donc moi, tant qu'il y a des grands espaces à découvrir, je suis toujours prêt. En fait, le monde des cryptos et de la blockchain bouge tellement vite que moi, j'ai du mal à focus vraiment un seul écosystème. Moi, j'ai des petites préférences pour certains, évidemment. Je pense qu'on a tous notre petit biais personnel, mais je trouve que c'est très, très dur de s'attacher à fond à un écosystème parce que ça bouge tellement d'un cycle à un autre. C'est très difficile. Enfin, c'est assez volatile. L'intérêt aussi est assez volatile. Et puis, personnellement, en tant que spéculateur et même investisseur,
je suis obligé de me diversifier entre grands guillemets dans cet écosystème. Donc voilà, tu parlais un petit peu de l'Asie. C'est un peu une partie du monde assez mystérieuse, tu sais, pour des francophones. On comprend pas trop quelle est leur culture dans certains cas, ou comment ils perçoivent l'argent, comment ils sont renseignés sur des sujets comme la crypto. Est-ce que ça fait partie intégrante de leur culture ou pas du tout? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ton expérience en Asie sur leur rapport à l'argent et leur rapport aux cryptos? Absolument. L'Asie, c'est déjà en termes de chiffres, c'est absolument gigantesque. Ça représente entre 3 à 4 milliards de personnes. Donc, si tu mets les chiffres, la population européenne, la population américaine, c'est en général des sujets qui nous viennent très vite dans les médias parce que c'est des sujets qui sont assez faciles pour nous à approcher. Mais la taille des marchés asiatiques est juste absolument gigantesque. Donc, dès qu'il y a un petit peu un intérêt sur le moindre sujet, tu vas avoir des centaines de millions de personnes qui vont suivre. L'Asie, c'est également un patchwork. C'est pas une région du monde. Sur une carte, c'est une partie de la carte, mais en fait, c'est l'Asie du Nord, l'Asie du Sud-Ouest, c'est des populations qui sont complètement différentes et qui sont aussi à des niveaux de progrès économique qui sont aussi qui varient énormément. Donc, un Chinois d'il y a 20 ans et un Chinois d'aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Pareil pour les Coréens, les Japonais ou les Singapouriens. L'Indonésie, c'est une économie par exemple qui est en train d'arriver. Pareil pour les Philippines, mais c'est difficile, c'est un peu probablement une erreur de se dire ok, c'est à peu près les mêmes utilisateurs. C'est des utilisateurs qui sont très différents, qui sont en général assez spéculateurs par culture. Mais qui vont aussi peut-être être approcher l'aspect crypto avec moins de philosophie qu'on va trouver par exemple en Europe ou aux Ok. États-Unis, où tu vas Ouais. retrouver parfois des ingénieurs qui vont te dire ok, je veux vraiment décentraliser les sociétés, je veux aider à une stabilité, j'ai un petit peu un rejet de toute forme gouvernementale et je voudrais me retrouver avec un monde cybernétique qui soit très puissant et capable. Tu vas retrouver beaucoup moins de ça en Asie, où on va plus essayer les gens ont plus essayé je dirais, de se créer un petit peu une nouvelle vie via des gains financiers et une nouvelle carrière via travailler sur les sujets qui sont à la mode. Mais c'est en général sur la majorité des marchés crypto. Pour la majorité des gros acteurs, l'Asie, c'est le plus gros marché. Pour MetaMask, par exemple, chez Consensus, c'est des données qui sont publiques. L'Asie représente une très grosse partie de leur nombre d'utilisateurs. On va retrouver les grands exchanges centralized et pas mal de projets decentralized également qui vont avoir leurs racines en Asie. Donc si tu penses à Bybit, à Binance, c'est des projets qui ont commencé tous en Asie et qui sont devenus aujourd'hui des leaders mondiaux. Donc c'est Même les vraiment Yobi, important les OKX et de tout. poser la question. OKX Mm. pareil, Huobi pareil. Et c'est quelque chose que j'ai couvert dans le livre que j'ai écrit il y a quelques années de ça maintenant, qui s'appelle Block Kong. Et qui couvre un petit peu je dirais, des 21 portraits autour de 21 petits déjeuners dans la ville, dans 21 restaurants différents. Donc c'est un livre qui a vieilli un petit peu maintenant, mais qui reste quand même facile d'abord et intéressant. Et ce que je voulais, c'était documenter un petit peu l'écosystème de Hong Kong et faire réaliser au monde qu'il y a une grande partie des géants de la crypto qui ont commencé à Hong Kong ou qui ont un très fort lien avec Hong Kong. Donc on pense à BitMEX qui a été créé à Hong Kong. Donc si ton audience est trader et que les gens sont familiers avec les perpetuals, ça a vraiment été démocratisé par BitMEX depuis Hong Kong. Mais il y a aussi Crypto.com qui a commencé à Hong Kong. Il y a énormément de Bitcoin miners et de Bitcoiners qui étaient asiatiques, qui se retrouvaient à Hong Kong parce que tu avais un petit peu cet esprit de Far West, de ville où tout était un petit peu permis. Je pense que c'est le plus Et gros hub crypto. je pense que c'est le plus gros up crypto. Et une des raisons, c'est en fait quand tu regardes les volumes qui passent par Hong Kong en traditional finance, donc en fiat. Ouais. Hong Kong est vraiment un centre de la finance asiatique. Et en général, tu vas retrouver un petit peu un parallèle entre les volumes crypto et les volumes fiat. Et puis il y a eu un retournement de régulation il y a quelques mois de ça à Hong Kong. Donc on sent beaucoup plus d'appétit. Donc à partir du moment où tu as un flot de fiat, tu vas très très vite passer à un flot de crypto. Et le flot de crypto, il a déjà des très bonnes racines à Hong Kong. Le gouvernement de Hong Kong a commencé à mentionner Bitcoin en 2014, par exemple, dans leurs discours gouvernementaux. Donc il y a plein de choses qui font que c'est pas vraiment un nouveau sujet. Mais il va y avoir une compétition entre Hong Kong, entre le Japon, entre la Corée, entre Singapour. Mais le fait que Hong Kong soit si proche et partie de la Chine maintenant, ça lui donne accès à un flow qui est juste incroyable et qui leur permet, même si l'aspect marketing de la ville est pas toujours excellent,
les chiffres juste démontrent que c'est là que le plus gros flow se passe. Juste pour terminer sur ton passé, en tout cas sur ce sur quoi tu as travaillé, tu parlais des CBDC, notamment pour l'Australie ou peut-être d'autres pays. Euh, à quoi va ressembler pour toi les CBDC dans les prochaines années? Est-ce que ça va vraiment se mettre en place? Et à quelle échelle ça va se mettre en place? Dans combien de temps? Même d'un point de vue régulation, à quoi est-ce que tu t'attends aussi? Parce on voit des MiCA qui essayent de réguler un petit peu ce qu'on voit déjà d'un point de vue centralisé, qui vont probablement aussi réguler la DeFi à leur manière, ou en tout cas essayer de le faire tôt ou tard. Voilà, quelle est un petit peu ta perception de tous ces sujets-là, CBDC, à la fois régulation de la DeFi? C'est un chemin qui a commencé il y a très longtemps et ça avance. Les CBDC vont se passer dans tous les pays du monde. Il y en a qui vont être premiers adopteurs, il y en a qui vont arriver un petit peu plus tard. Mais c'est une évolution naturelle de l'argent. On a commencé à se payer avec des grains de sel, après avec des coquillages, après avec des chèques. Il y a encore des gens qui utilisent des chèques, ça c'est incroyable. Et après, on est passé à la carte bleue et maintenant on est avec des wallets directement sur les téléphones. Et forcément, l'argent va finir sur des réseaux mondiaux décentralisés qui seront des blockchains. Des blockchains semi-ouvertes ou avec Proof Authority ou complètement décentralisées. Ça va varier un petit peu, mais pour moi, l'histoire est vraiment écrite. Et après, il faut trouver les régulations autour de ça. Donc, en général, tu retrouves un petit peu le même parcours pour tous les gouvernements. J'ai commencé l'Internet en 99, donc j'ai pas forcément la sainte parole, mais je me dis que les choses se répètent assez souvent dans l'histoire de l'humanité. Donc quand l'Internet est apparu en tant que technologie pour nos sociétés, au début les gouvernements se disaient il faut absolument réguler et interdire l'Internet. Et ils n'avaient pas encore compris qu'en fait on pouvait pas interdire Internet, c'était une technologie. On pouvait commencer à encadrer les opérateurs Internet, les gens qui nous donnent accès à l'Internet, en disant bon, il y a quand même des règles de base à suivre, il faut éviter certains contenus, il faut pouvoir traquer des gens qui ont fait des choses d'un point de vue légal pas clair, et si on vient avec un warrant ou quelque chose comme ça, on va pouvoir demander au Internet provider d'avoir plus d'informations. Ouais. C'est à peu près les mêmes chemins qu'on retrouve en fait sur les sujets blockchain, où au début les gens disent surtout il faut tout interdire, Bitcoin, on va aller à leur bureau, on va tout fermer, et puis tout doucement ils commencent à réaliser qu'en fait non, on peut pas, et il va falloir un petit peu plus opérer et encadrer les opérateurs. Donc c'est pour ça qu'on commence à trouver des licences pour les centralized exchanges, pour commencer à leur dire ok, vous pouvez en faire, mais d'une certaine façon, et donc voilà, pour moi tout ça avance, et l'histoire est écrite, il faut simplement aller d'un chapitre à l'autre au fur et à mesure. Et peut-être pour revenir sur la DeFi, une des choses que je sens venir, et on verra bien si le futur me donne raison ou pas, je pense qu'une grande partie des centralized exchanges qui vont donc acquérir des licences ou se voir offrir des licences par des pays, une multitude de pays, vont pour la plupart avoir en fait des licences de spot. Et donc, s'ils prennent la licence de spot dans un pays, que ce soit la France, l'Allemagne, l'Angleterre ou les US, ils vont ensuite, ces gouvernements vont ensuite leur demander d'arrêter les futures, donc d'arrêter tout ce qui est perpetuals. Donc, il y a une grande question. C'est déjà le cas en France, en réalité. Hein. Probablement. Et à mon avis, c'est à peu près les mêmes schémas dans les autres pays où tu vas, en tant qu'exchange, tu vas avoir une licence, on va te dire, OK, tu peux faire du spot, mais rien d'autre, et tu arrêtes tout le reste. Donc, où va aller ce flow? Et je pense que naturellement, ce flow va aller vers la DeFi. Et on l'a vu un petit peu, alors c'est pas forcément lié aux licences directement, mais la DeFi, dans le monde des produits dérivés, qui est vraiment un sujet au cœur de DYDX, a pas encore, je dirais, démontrer sa pleine puissance. Si on regarde l'histoire de Uniswap, ça a commencé de 0, bien sûr, et aujourd'hui, ça représente entre 5 et 15% du volume mondial de spot trading, DeFi et CeFi confondus. Donc, c'est devenu vraiment un acteur majeur du spot trading. Aujourd'hui, DYDX représente entre 1 et 2% du marché mondial des produits dérivés crypto, avec un environnement qui est en train d'évoluer, comme je l'expliquais un petit peu avant, avec des centralized exchanges qui vont être forcés probablement de réorganiser leur offre de produits dérivés ou de la laisser partir, et probablement vers les plateformes de produits dérivés comme DYDX, à mon avis. Mais ça, c'est les choses qui vont se faire au fur et à mesure. Donc, affaire à suivre. Mais c'est ce qu'on voit déjà, tu vois, par exemple en France, Binance Futures ne permettent plus de trader des dérivés, tu vois. Binance France a totalement désactivé cette partie, je suppose, à la demande
du gouvernement français et dès lors qu'ils ont en fait passé le PSAN. Et là, on voit OKEx qui a tout simplement eu aussi le PSAN, qui ne propose plus du tout de dérivés. Et je trouve que c'est véritablement problématique dans le sens où en fait t'enlèves quand même un produit à des gens alors que c'est pas enfin pour beaucoup de gens ça peut être peut-être un produit dangereux. Encore une fois, il faut mettre des barrières à l'entrée, tu vois, genre des questionnaires, vérifier les connaissances et tout pour empêcher des Ouais. drames ou peut-être éviter des effets de levier qui sont trop gros. Mais t'enlèves quand même des produits qui sont disponibles dans la finance traditionnelle, quoi. Enfin, pourquoi on les enlèverait pour la crypto et on les laisserait pour la finance traditionnelle? C'est un chemin compliqué pour les gouvernements et pour les régulateurs en général et pour les acteurs. Et je pense que la technologie de toute façon est là et on va trouver, à mon avis, on va trouver beaucoup d'acteurs centralisés qui vont devenir un petit peu comme une banque aujourd'hui, des gateways ou donc un petit peu des portes d'entrée à d'autres produits financiers. Si tu penses un petit peu à ta banque aujourd'hui, et je sais que tu aimes beaucoup rendre visite à ton agence bancaire au coin de la rue où c'est toujours un plaisir immense. Si tu regardes bien ce que font les banquiers aujourd'hui, ils prennent entre guillemets ton spot en fiat, donc ton salaire, avec lequel tu as payé ton loyer, payé un petit peu tes factures à droite et à gauche. Et après, ils te proposent une ribambelle de services qui sont de l'assurance, de l'accès au marché pour boursicoter, plein d'autres produits, qui sont en général pas vraiment leurs produits. C'est des produits qu'ils vont revendre de chez un autre assureur ou qui vont revendre d'un prime broker, par exemple. Et à mon avis, on va retrouver un petit peu la même architecture de distribution dans les produits crypto, où tu vas trouver des gens qui vont avoir une licence crypto spot et qui vont te dire, voilà, tu peux venir traiter du spot chez nous, et on va te donner un accès, on va te faciliter l'accès à certains produits DeFi. Et donc, je peux tout à fait imaginer un futur où on va retrouver des échanges centralisés qui vont donner un accès derrière à la DeFi pour aller faire du lending, par exemple chez AV, et tu resteras peut-être chez OKX ou tu resteras peut-être chez Binance, qui vont gérer tes private keys, qui vont gérer toute une partie des complexités de la DeFi aujourd'hui. Et à mon avis, ça nous permettra d'onboarder vraiment une nouvelle vague bien plus massive d'utilisateurs supplémentaires sur les marchés crypto en général. Vraiment simplifié, pas simplement par l'UX, mais complètement changé et se dire les gens n'ont pas forcément un appétit à avoir des private keys, des wallets, un wallet par réseau et compagnie. Ils veulent une offre simplifiée. Et on avait déjà vu un petit peu ça qui s'était passé il y a quelques années chez Coinbase aux US. Vous avez le programme Coinbase Earn, où en fait les utilisateurs de Coinbase US pouvaient acheter et traiter leurs spots chez Coinbase. Mais s'ils voulaient faire du lending, ils avaient via un gateway, ils pouvaient directement aller se connecter sur Compound et faire du lending sur Compound avec des terms and conditions, etc. Mais tout était vraiment simplifié. Donc je pense qu'il y a vraiment une dynamique de régulation qui va modifier l'ensemble des acteurs du marché crypto en général. Mais ces acteurs du marché crypto vont pas tout laisser partir. Et à mon avis, ou en tout cas, ils ont intérêt à garder, je dirais, l'attention de leurs utilisateurs en disant, on va vous faciliter l'accès à la DeFi. Et c'est peut-être ce qu'ils sont en train de faire avec les wallets Web3 qu'on retrouve à droite et à gauche. Beaucoup d'activités en ce moment chez Avec OKX, Binance, hein. chez Binance et chez d'autres, où en fait ils ont leur plateforme centralisée, mais ils ont aussi leur wallet Web3 pour te permettre d'accéder à DYDX, à AV, à Compound, à plein d'autres choses. On retrouve exactement les mêmes dynamiques de marché sur les marchés coréens, par exemple, où il y a aussi des géants de la crypto spot qui sont extrêmement régulés et qui cherchent un petit peu des solutions, des solutions je dirais, d'expansion, parce que sinon, s'ils restent uniquement sur le spot, c'est un marché qui est un petit peu commodisé et puis sur lesquels il y a plus vraiment de marge ou plus assez conséquente. Mais tu vois, même maintenant, sur Bybit ou sur OKEx, tu as une sorte de bouton qui te permet de switch de Web 2 à Web 3, en fait. Et du coup, de cette manière-là, tu peux accéder à... Je sais que Bybit ont aussi un produit sur les dérivés, mais décentralisé avec Apex Protocol. Je crois que beaucoup d'autres enfin, le font, mais je pense que beaucoup d'autres vont essayer de le faire. Parce que si eux, leur gagne-pain, c'est les dérivés et qu'ils peuvent plus le proposer à leurs utilisateurs, va bien falloir manger d'une autre manière parce que aujourd'hui les dérivés c'est ce qui génère quand même le plus de volume. Eux ils prennent de l'argent sur les volumes, en tout cas sur les frais qui sont payés. Donc plus il y a de volume, plus il y a des frais qui sont payés. Donc
en vrai, tu leur retires un gros gagne-pain et je pense qu'ils vont pas vouloir se laisser faire. En tout cas, moi, ça me paraît légitime. Ou peut-être qu'ils essayent d'acquérir des parties de gros projets, etc. Donc, on verra ce que ça Mais je donne. pense que c'est intéressant ce que tu dis, et les gens le réalisent pas forcément. Mais en gros, les marchés spot, si tu le compares les marchés spot aux marchés dérivés, les marchés dérivés crypto sont 10 fois plus gros que les marchés spot. Donc on regarde souvent en se disant, tiens, aujourd'hui Uniswap a fait autant, ou Binance a fait autant en Bitcoin. Mais en fait, si tu regardes les marchés dérivés sur ces mêmes assets, Bitcoin ou ETH ou ce que tu veux, sont en général 10 fois plus gros à la journée. Donc c'est important de comprendre qu'il y a une grosse dynamique du marché mondial en règle générale, et on retrouve cette dynamique sur les marchés equity également. Quand on achète et on vend une action France Télécom ou Total, il y a 10 actions France Télécom et Total qui sont achetées et vendues en version dérivée au-dessus, et c'est exactement la même chose pour les marchés dérivés crypto. Donc c'est important pour tout le monde de se dire, même s'ils ne sont pas toujours utilisateurs des produits dérivés, de se dire que c'est vraiment Ça vous important, c'est impacte. probablement ça impacte énormément, et ça permet une meilleure price discovery et probablement une meilleure santé du marché en règle générale, en permettant à plus de monde de s'exprimer sur un asset particulier de façon plus complexe. Ça permet quand même de belles mèches. Faut les remercier pour ça. Euh, je voulais un petit peu parler de DYDX, mais avant ça, est-ce que tu pourrais peut-être expliquer succinctement quel est ton travail en fait chez DYDX et notamment à la fondation, parce que je pense que ça pourrait peut-être aiguiller les gens dans ce que tu vas dire et leur donner plus de contexte par rapport à ce qu'on va discuter juste après. Bien sûr. En fait, aujourd'hui, l'écosystème DYDX, c'est un écosystème qui existe depuis 2018. DYDX a été créé par Antonio Giuliano, qui est le fondateur de DYDX. C'est un ancien ingénieur de chez Coinbase qui a créé derrière DYDX d'abord sur Ethereum Layer 1, ensuite qui a migré sur Starkware, donc une des premières grosses applications successful sur les Layer 2, et un des plus gros utilisateurs de Layer 2 jusqu'à présent. Et aujourd'hui, donc, DYDX a, je dirais, accéléré sa phase de décentralisation et est passé sur la DYDX Chain. Donc, c'est important de comprendre un petit peu le début de l'histoire de DYDX pour comprendre comment ça a évolué au fil du temps. Donc, derrière une société unique qui est basée à New York, qui a été fondée par Antonio Giuliano, il y a maintenant différentes organisations qui se sont créées autour du logiciel open source qui a été en fait libéré, qui a été open sourcé il y a quelques mois de ça. Donc on retrouve la DYDX Foundation, dont je suis le CEO. DYDX Foundation aujourd'hui, c'est une vingtaine de personnes dans à peu près 10 pays, avec un focus sur la gouvernance. Donc aider l'ensemble des acteurs qui veulent participer à la gouvernance à comprendre et à mettre en place leur gouvernance. Donc nous, on ne vote pas, on ne propose rien en termes de vote, mais on va faciliter les gens qui ont besoin d'aide pour avoir une gouvernance qui soit le plus active et qui supporte le plus possible le logiciel. On travaille également avec l'ensemble des validateurs de la DYDX Chain, ça représente à peu près 150 validateurs dans le monde. On travaille beaucoup sur ce qu'on appelle le go-to-market, donc on a des collègues de la DYDX Foundation qui sont dans différents pays, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, qui vont travailler avec les marchés locaux pour aider un petit peu au développement du logiciel. Et derrière la fondation, tu vas retrouver également d'autres sociétés qui sont construites autour du logiciel, qui sont complètement indépendantes. Et c'est ce qu'on appelle des DAO, des Decentralized Autonomous Organization. Donc tu vas retrouver la DYDX Grants DAO, qui est un petit peu je dirais un incubateur pour des gens qui veulent construire des logiciels, construire des plugins, construire au-dessus de DYDX. Ils vont avoir accès en fait à du funding pour créer leur logiciel, et ce funding vient d'une organisation qui a été créée par les utilisateurs d'DYDX et qui distribue des fonds pour aider à ces nouveaux projets. Et tu retrouves une deuxième DAO qui est plus récente, qui a été créée en 2023, qui est la DYDX Operations DAO. Et cette DAO fait en fait tourner des infrastructures, je dirais, indispensables pour la bonne santé de la chaîne DYDX, comme un indexeur ou un front-end. Encore une fois, c'est une organisation qui est complètement indépendante, avec leur propre management. Et le management, c'est en fait la communauté qui va voter pour leur attribuer un budget et valider également et discuter avec eux leurs différentes priorités. Donc c'est un projet qui a évolué en étant un petit peu de la DeFi centralisée, et qui est maintenant aujourd'hui de la DeFi complètement décentralisée, à la fois je dirais dans la topographie des entités qui sont
qui travaillent sur le sujet d'EYDX, mais également sur chacune de leurs rôles. Donc nous à la Fondation, on n'opère pas d'EYDX, c'est opéré par les validateurs. On ne crée pas de code. Le code est toujours créé par DYDX Trading aux États-Unis et par tous les contributeurs qui travaillent sur DYDX via la Grants DAO. Donc si tu regardes à l'écosystème aujourd'hui, 4 entités et derrière je dirais, quasiment 1000 à 1500 personnes qui travaillent sur DYDX, que ce soit des validateurs, que ce soit des contributeurs de logiciels, que ce soit des intégrateurs ou que ce soit des utilisateurs en règle générale. Donc c'est un écosystème qui grandit énormément, qui est aujourd'hui numéro 1 mondial en tant que protocole sur les produits dérivés en version de Decentralized Exchange, en version DEX, et donc avec un très gros potentiel de croissance. On parlait de décentralisation. Quel est l'intérêt, à tes yeux, d'être décentralisé et pour le coup d'être totalement décentralisé sur cette V4-là? Parce que tu vois, à chaque fois on nous rabâche la DeFi c'est bien, la décentralisation c'est bien, etc. Et je pense que peut-être on peut oublier pourquoi c'est bien ou pourquoi c'est intéressant potentiellement et peut-être aussi quels sont les inconvénients d'être totalement décentralisé. C'est une super question. Il y a vraiment 2 aspects dans la décentralisation. Il y a un aspect technique et après il y a un aspect produit et un petit peu philosophique. Si on regarde sur l'aspect technique, donc si tu as commencé si tu as commencé en DeFi aujourd'hui, tu te reposes peut-être sur Ethereum Mainnet ou sur un Layer 2 et tu vas toujours avoir une dépendance par rapport au progrès sur la roadmap de ces logiciels-là. Donc, quand Ethereum prend un peu de retard ou quand un Layer 2 se met à faire un focus sur les NFT et que toi, tu fais de la DeFi, en fait, ton application, tu vas toujours avoir en dessous de toi, un petit peu comme un operating system qui va être toujours un petit peu en retard de mise à jour et du coup, tu pourras pas lancer de nouvelles features. Donc, pourquoi DYDX a décidé de progresser sur la DYDX chain? C'est en fait pour être en contrôle de l'intégralité de la stack software. Donc, c'est un petit peu comme si on contrôlait d'un seul coup l'application, mais aussi l'operating system. Et on n'est plus dépendant des updates de Windows ou Macintosh ou qui tu veux, mais on est vraiment en contrôle complet, je dirais, de la chaîne et de l'application. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite en termes de product release, en termes de stabilité en général et de performance et de croissance. Donc ça, c'est, je dirais, plutôt l'aspect technique. Pourquoi tu veux décentraliser? Après, quand tu décentralises d'un point de vue, je dirais, plus produit, c'est pour généraliser l'accès, en fait. Tu parlais tout à l'heure d'utilisateurs de chez Binance Friends ou de OKX qui avaient l'habitude d'utiliser un produit qu'on leur retirait du jour au lendemain. Donc ça, c'est une demande du marché qui s'exprime, mais il y a aussi énormément de gens dans beaucoup de marchés qui voudraient pouvoir avoir accès à des produits financiers type DeFi, mais si la DeFi ne vient pas vers eux, ils n'auront pas forcément accès à Binance ou aux grandes marques qu'on connaît chez nous, et ça représente des milliards de personnes qui vont en fait progresser dans leur vie financière en ayant accès à peut-être avec des stablecoins, peut-être avec des wallets sur lesquels ils vont être complètement propriétaires, ils vont pouvoir se protéger par exemple de l'inflation. On compte plus les pays où l'inflation est à 3 chiffres ouais. Et qui est vraiment bouleversante pour la vie des gens. Nous, on souffre déjà avec une inflation à 2 chiffres. Imagine quand tu vois tes parents qui perdent toutes leurs économies d'une vie à cause d'un gouvernement qui fait n'importe quoi. Donc ça va créer de la demande et un réel besoin pour de la finance décentralisée. Et c'est pour ça que ça tire Bitcoin, Ethereum et des use cases comme les stablecoins. Et après, si tu montes un petit peu ou si tu regardes un petit peu toute la palette des produits ou des use cases financiers, tu vas retrouver des use cases assez simples. Le paiement, la transmission de valeur, la protection de valeur, peut-être avec Bitcoin, si tu considères que c'est un store of value. Et puis derrière, tu vas retrouver des gens qui vont avoir une vision et des projets financiers plus complexes qui vont aller travailler des produits dérivés comme avec DYDX par exemple. Mais le but, c'est d'avoir un logiciel qui soit de plus en plus, je dirais, agile, mais également de démocratiser vraiment l'accès à ce choix financier qui est pour nous assez simple, mais qui en fait pour beaucoup de monde représente une vraie opportunité et parfois un petit peu une bouée de sauvetage parce qu'ils sont dans des régions du monde où les choses vont pas super bien. Si tu regardes le monde aujourd'hui, j'ai pas envie de faire le doomer, mais il y a quand même une ou deux guerres en route. L'inflation, on n'en parle plus parce qu'on veut plus en parler parce que on s'y est fait et puis voilà. Le climat, maintenant, le machin, c'est 3%. etc. Voilà.
Donc c'est important de construire je dirais cette value proposition, enfin cette proposition de valeur supplémentaire pour l'internet, pas uniquement être un produit de communication, mais un internet également qui va pouvoir aider les gens de façon bien plus concrète dans leur vie et beaucoup plus de monde via une finance centralisée. Est-ce que je trouve pas ça quand même très risqué pour DYDX de prendre justement le pari de la DYDX V4 avec le fait euh, d'essayer de bouger ses utilisateurs d'une blockchain à une autre, d'essayer de bouger aussi la liquidité qu'il y a sur la V3, sur la V4, parce que enfin c'est quelque chose de difficile à réaliser, tu vois, de bouger autant d'utilisateurs, de ramener autant de nouveaux utilisateurs sur peut-être une blockchain qu'ils n'ont pas utilisée, et même de faire bouger, je sais pas, des market makers, de faire bouger tout un écosystème en réalité, parce que c'est beaucoup de gens, comme tu l'expliquais, qui sont impliqués, quoi. Historiquement, DYDX a toujours été avec un très fort opinion et a toujours fait des choix qui sont assez bold, quand DYDX a réalisé dans les années 2019-2020 que Ethereum n'allait jamais avoir la capacité de supporter la croissance de DYDX et que l'expérience utilisateur allait devenir horrible tellement les gas fees allaient être gigantesques, Antonio Giuliano à l'époque a fait le pari quasiment surprenant pour beaucoup de passer sur les premières générations de Layer 2 et ça s'est très bien passé également. Le Layer 2 c'était une belle C'était un plateforme, très bon pari, hein. un très bon Moi, pari, j'étais mais impressionné, hein, parce que Starkware maintenant c'est énorme, quoi. Enfin, c'est énorme, et je pense que c'était une des plus grosses dApps à utiliser en soi, absolument. Starkware au début, quoi. Mais d'un point de vue technique, on pouvait toujours pas avoir l'order book de DYDX sur une blockchain. Parce qu'en fait, on rentre un petit peu dans les détails du trading et comment ça se passe en dessous de la UX DYDX. DYDX c'est pas un AMM, donc c'est pas un automatic market maker, c'est ce qu'on appelle un order book. Donc c'est la même architecture que sur Binance ou sur OKX ou sur d'autres exchanges. Sur Starkware, en fait, le fait que tu aies un block time, même si le block time est très, très short, ça ne te permet pas d'avoir une vraie expérience de trading parce que tu vas toujours avoir un décalage de 2 Ce serait secondes. jamais Et c'est totalement live. voilà, Ouais. voilà. Donc là, l'order book a toujours été historiquement sur la version 3 de DYDX, construite sur Starkware. L'order book a toujours été sur AWS, sur un serveur centralisé. Donc ça veut dire qu'il y avait toujours un moment quelqu'un qui pouvait se dire qu'est-ce qui se passe sur serveur. La réalité, c'est qu'il se passait rien à part de l'order matching, mais c'est pas une expérience DeFi qui était suffisamment bonne pour les équipes d'YDX. Donc ils étaient T'es tout à obligé de fait faire conscients confiance. voilà, il y avait toujours un petit peu une partie de confiance qui devrait pas retomber dans les mains d'un seul acteur. Donc pour continuer à grandir, à évoluer sur un produit DeFi vraiment le plus proche de la pureté, il fallait absolument régler ce problème d'un order book qui pouvait pas être on-chain. Et même si tu as des chaînes extrêmement rapides aujourd'hui, si tu as toujours ne serait-ce qu'une seconde de latency à cause du block time, ton expérience trading est vraiment pas du tout la même et tu n'arrives pas à faire la compétition avec les centralized exchanges. Donc le choix d'évoluer sur la DYD Exchange, c'est pour aussi progresser en DeFi. Une des grandes performances techniques qui a été réalisée avec la DYD Exchange, c'est qu'en fait sur la chaîne DYDX, ça permet de décentraliser le protocole DYDX un peu plus en décentralisant l'order book. Donc techniquement, l'order book DYDX sur la version 4, donc sur la DYDX chain, l'order book n'est pas on-chain, mais en fait vient se poser sur la mémoire vive des validateurs de la chaîne. Sur le même Donc pool, ouais. techniquement, il n'est pas on-chain, mais il est décentralisé. Il est en permanence sur une soixantaine de validateurs qui font la chaîne, plus qui mettent à jour et qui matchent les orders. Et ça te permet d'avoir une expérience non centralisée d'un order book. Et derrière, c'est un pari qui est entre guillemets risqué, mais qui pour l'instant se passe très bien. Et on n'a pas forcément le même besoin aussi. C'est les gens n'ont pas toujours l'opportunité de capturer cet aspect-là. Mais en étant dans les produits dérivés, on n'a pas besoin de composabilité autant que d'autres use cases dans DeFi. Donc si on était des AV, si on était en lending ou si on était en spot, on se devrait de rester le plus proche possible d'Ethereum parce que c'est là qu'il y a le plus d'assets en fait et de composabilité. Mais quand tu es dans le monde des produits dérivés, un trade chez DYDX, ça commence avec de l'USDC. Donc on n'a pas les mêmes contraintes, je dirais, de migration, de déménagement. Et c'est ce qui nous permet en fait de faire une migration. Donc on ne fait pas une expansion sur Cosmos. À terme,
la version Ethereum de DYDX va fermer et tout va se retrouver exclusivement sur la DYDX chain. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont enfin, les apprentissages de de ces premières semaines de V4? Est-ce que il y avait des choses auxquelles vous attendiez pas qui sont produites? Est-ce que d'un point de vue traction, ça a pris comme vous vouliez? Désolé, j'ai un peu de mal. Mais ouais, quelles sont un petit peu les leçons que vous avez tirées un petit peu de ces premières semaines de V4? Jusqu'à maintenant en termes de retour d'expérience peut-être aussi des utilisateurs, de liquidité, de tous ces points-là, quoi. La première grande surprise, c'était l'appétit en règle générale des validateurs. Donc les validateurs sont très importants, ils font tourner la chaîne. Et aujourd'hui, on a plus de 150 validateurs qui sont en compétition permanente pour faire tourner la chaîne de façon la plus optimale, la plus rapide, et également offrir aux utilisateurs, aux token holders, aux propriétaires de jetons DYDX, de pouvoir staker leurs tokens et de pouvoir recevoir les fees du DYDX protocole qui sont payés en USDC. Donc la demande et la demande en fait des validateurs pour rejoindre DYDX a été une première grande surprise, une bonne surprise, pour vraiment créer les testnets. Il y a eu 4 versions de testnets et aujourd'hui c'est maintenant en production et c'est une chaîne qui est très performante. Après, sur les migrations de tout ce qui est market making, la migration des volumes en règle générale, la DAO a mis en place il y a quelques semaines de ça un programme de reward qui a été voté par la communauté, qui est mis en place par un vendor qui a été choisi par la communauté également, qui s'appelle Chaos Lab, et qui en fait va déployer pendant les 6 prochains mois 20 millions de dollars pour en fait rémunérer tout ce qui est traders. Donc quand tu trades, tu vas pouvoir recevoir directement un incentive à la fin de ton trade. Tu n'as pas besoin d'attendre la fin du mois ou la fin de la semaine, c'est immédiat. Ça tombe dans les 2 secondes qui suivent. Et le but, c'est de incentiver en fait les gens à passer sur la nouvelle version de DYDX. Donc les rewards pour les market makers, les rewards pour les traders en général sur Ethereum sont en train de fondre comme neige au soleil, et tout est en train de grandir suite à des décisions de la DAO sur la DYDX chain. Donc pas trop de problèmes de volume pour l'instant, c'est encore un petit peu tôt pour le dire. Ce qui a été surprenant peut-être, c'est sur la construction de la chaîne en elle-même. La chaîne a commencé forcément avec un nombre restreint de validateurs. Aujourd'hui, on est à plus de 150 et une soixantaine qui sont actifs. Et de voir un petit peu les noms qui sont arrivés. On a vu arriver OKX en tant que validateur. Coinbase est arrivé en tant que validateur également. Et puis on a retrouvé également des géants, je dirais, du staking ou du monde Cosmos comme Cosmos Station, Kepler ou Chorus One ou Figment. Donc on retrouve vraiment, je dirais, à la fois un aspect un petit peu expérimental avec des plus petits validateurs, mais également des choses qui te rassurent sur le futur en te disant que les géants de notre industrie sont là aussi et font le pari avec nous sur DYDX. Le produit est encore, je dirais, jeune, mais son histoire est un petit peu écrite. C'est le futur des DYDX, c'est la DYDX chain. Ça se passe déjà aujourd'hui, et pour l'instant, on a atteint déjà 3 milliards de volume la semaine dernière en quelques semaines. Donc encore le début, mais des signaux qui sont vraiment super positifs. C'est assez marrant de voir qu'il y a des exchanges centralisés qui essayent de prendre leur petite part du gâteau quand même. J'ai l'impression qu'ils sont aussi en train de se diversifier et se dire, ok, genre si ça prend vraiment d'un point de vue perp sur la DeFi, peut-être qu'on prendrait peut-être une part du gâteau, au moins une part de ce qui est généré. Ce serait pas trop dégueulasse. Mais ça crée aussi un peu le risque de peut-être un acteur qui peut être malveillant, qui peut essayer de faire du mal à DYDX. Donc je pense c'est à méditer. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça. Je pense pas que ce soit une menace qui soit très active, mais c'est un truc qui m'est venu en tête. Je sais pas si c'est un truc par rapport à ça. C'est une bonne remarque. Sur tous les réseaux décentralisés, tu vas retrouver un petit peu des acteurs qui vont être plus forts que les autres. On le retrouve par exemple sur Bitcoin. Aujourd'hui, après plus de 10 ans d'histoire de Bitcoin, Bitcoin tourne avec 5, 6 mining pools qui contrôlent un petit peu le flow de hash rate. Aujourd'hui, sur Ethereum, on est à 800 000 validateurs, et tu vas retrouver des géants de la validation qui sont Coinbase, qui sont Binance, qui sont Bitcoin Suisse et d'autres. Donc tu vas toujours retrouver un petit peu des gros acteurs, et on retrouve ça un petit peu aussi chez DYDX.
mais ça se décentralise de façon très rapide. Mais il y aura toujours des gens qui vont être un peu plus puissants et un peu plus assis que d'autres. Donc il faut vraiment continuer à bien monitorer ça et à incentiver également le fait que si les gens choisissent un petit peu de supporter les décentralisations, ils peuvent avoir accès à des services supplémentaires ou à des rewards. Donc peut-être on verra voir le jour à un moment une governance proposal chez DYDX. C'est la communauté qui décide, et c'est quelque chose auquel on a pensé et qui a été discuté avec certains acteurs, de se dire si les gens stake sur DYDX par exemple via un centralized exchange qui est dominant sur la chaîne, peut-être que les rewards seront incentivés si tu stakes pas chez eux. Donc par exemple si tu faisais Pour juste pour prendre rééquilibrer un un peu les chiffre au forces. hasard, si tu fais 10% en stakant chez Binance sur DYDX, peut-être que la communauté décidera à un moment de se dire si vous stakez sur les gens qui sont en dessous du top 25, le protocole va vous rewarder les stakers et les validateurs pour essayer de rééquilibrer un petit peu la dynamique. Donc c'est pas un sujet qui est brûlant aujourd'hui, mais sur lequel il faut toujours rester vigilant. Qu'est-ce qui te hype, toi, personnellement, avec la V4 de DYDX? Parce que jusqu'à maintenant, on a vu que cette transition de la V3 à la V4, donc d'une partie qui était décentralisée avec un ou deux composants centralisés, à justement cette V4 qui est totalement décentralisée, a pris du temps. Ça a notamment, je pense, retardé le développement de pas mal de features parce que, voilà, enfin, c'est repenser un petit peu toute l'architecture du produit en lui-même et du service. Ouais. Qu'est-ce qui te hype? Quelles sont un petit peu les choses qui vont sortir, qui pourraient peut-être intéresser les gens qui nous regardent et qui pourraient aussi intéresser les gens comme moi, tu vois, des traders, tout simplement. Ce qui me surprend le plus, d'abord, c'est le changement de token economics. C'est que se dire, les tokens DYDX sur Ethereum étaient des tokens de gouvernance uniquement. Et aujourd'hui, c'est devenu quand les gens choisissent de les passer sur la DYDX chain, de les staker. Un staker aujourd'hui a directement accès aux fees qui sont générés par le protocole DYDX. Donc ça permet de capturer la valeur du succès de DYDX pour les gens qui décident de staker. Imagine si les fees étaient allumées, turned on sur Uniswap et que les Uniswap token holders n'avaient pas uniquement un prix de Uniswap tokens qui était un petit peu une spéculation sur peut-être des changements dans le futur. Ces changements-là, ils ont été faits chez DYDX et DYDX, c'est le DEX numéro 1 mondial des produits dérivés. Donc on va revenir 10 fois plus gros que les marchés spot. On ne fait pas les mêmes tailles que Uniswap. Mais le changement de token economics, pour moi, il est vraiment hyper important à capturer. Les gens qui décident du staker du DYDX vont recevoir de l'USDC, ils vont pas recevoir du DYDX. Donc Pour la l'expliquer chaîne simplement, DYDX, c'est ouais, juste comme si sur Uniswap, les gens qui swappaient, en fait, généraient des frais qui étaient reversés aux gens qui détenaient justement des jetons unis. Donc, genre, si tu voilà, exactement. détiens des jetons unis, tous les gens qui trade sur Uniswap payent des frais et une partie de ces frais-là te sont reversés. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Uniswap et moins DYDX. Et moi, personnellement, si Uniswap faisait ça, enfin, franchement, je trouverais ça assez cool et assez fou. Et d'ailleurs, c'est assez fou encore qu'ils ne le fassent pas. Alors, je pense qu'il y a des contraintes légales et tout qui font que peut-être c'est compliqué pour eux. Mais en tout cas, c'est justement ce que DYDX a fait. C'est ce que DYDX a fait. Et donc, pour ça, c'est assez fascinant à voir, de voir quand tu décides de staker du DYDX, d'être payé en USDC. Cet USDC vient des fees qui sont payés par les traders. Donc ça, c'est la première chose qui pour moi, qui m'interpelle beaucoup parce que je suis dans la crypto depuis longtemps. J'ai touché à pas mal de tokens. Mais là, c'est des tokens qui sont vraiment liés au succès de l'application. Alors qu'en général, c'était plus des layer 1 tokens uniquement ou de la spéculation pure et simple. Ce qui m'excite beaucoup pour 2024, c'est ce qu'on appelle les permissionless markets chez DYDX. Ça veut dire que les utilisateurs, avec une gouvernance qui sera à haute vélocité, vont pouvoir en fait lister un nombre croissant de marchés sur DYDX et pouvoir trader tout ce qui est un price feed en fait. Donc le but, c'est vraiment d'avoir un produit qui devient beaucoup plus dynamique, avec dès qu'il y a un petit peu des jetons, dès qu'il y a un petit peu des opportunités qui sont nouvelles, que ce soit dans le monde de la crypto pure, mais aussi peut-être dans le monde des nouveaux marchés, que ce soit du real world asset, peut-être du prediction market, qui vont peut-être faire un retour via les marchés dérivés, pouvoir créer vraiment une place de marché super dynamique, en donnant un petit peu une recette de dire à la communauté, vous pouvez lister ce que vous voulez, avec évidemment un risk framework,
pour s'assurer que la place de marché ne devienne pas toxique, avec des minimums, des requirements par exemple, de liquidité, etc. Mais pouvoir laisser un petit peu le marché s'exprimer. Et c'est intéressant de voir les premières personnes qui se rapprochent de DYDX via les forums ou via les conversations, en disant on va vouloir créer des nouveaux contrats sur des prévisions météo pour des assureurs, on va créer des nouveaux contrats sur plus de shitcoins, bien sûr il y en aura plus, mais pensez aussi à du prediction market, comme je disais. Est-ce qu'on peut faire un pari sur un outcome, que ce soit sur un match, sur des élections, Est-ce que l'ETF va être approuvé? Exactement. Et tout ça aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel tu devrais pouvoir exprimer ton opinion et prendre un avis. Et ça reste encore très compliqué. Donc construire un petit peu, je dirais, les primitives technologiques et la recette et laisser le marché s'exprimer. Pour moi, c'est super intéressant et ça m'intrigue un petit peu de voir qu'est-ce qui va finalement faire sa place sur DYDX. Ça reste évidemment une première fonction pour hoster les marchés crypto, mais derrière, on va voir un petit peu de quoi le marché et qu'est-ce qu'ils vont choisir de lister et de traiter. Et la dernière partie, c'est la partie, je dirais, plus sociale. Je pense que la finance devient de plus en plus sociale. Alors l'aspect copy trading, l'aspect communauté de trade, et on va probablement voir dans les quarters à venir des fonctionnalités autour de l'aspect social du trade qui seront à mon avis super intéressantes et qui vont être également toujours développées en open source avec, je dirais, les meilleures idées du moment. C'est un petit peu la magie de notre écosystème. S'il y a des choses qui ont déjà un petit peu montré du momentum à droite et à gauche, aujourd'hui DYDX avec la Grants DAO, avec les Operations DAO, avec les différentes entités et les centaines de développeurs qui sont impliqués, c'est vraiment la communauté de décider de voter, de prioriser ces types de sujets-là. Moi, les real world assets, vraiment, ça me hype pas mal et je me dis que ça pourrait être aussi intégré, tu vois, dans les permissionless markets. Je pense que les permissionless markets, c'est un des plus gros potentiels en termes d'adoption de DYDX parce que, en fait, techniquement, tu pourrais avoir des dérivés sur beaucoup de jetons et surtout probablement beaucoup plus tôt que les exchanges centralisés, en fait. Et du coup, tu arrives dans un monde où les DEX ne sont pas juste peut-être l'équivalent de ce qui est proposé par des exchanges centralisés comme Binance, etc., mais sont des produits qui sont encore plus complets. Et je pense que jusqu'à maintenant, la DeFi était peut-être un peu moins bien ou aussi bien, mais elle n'était pas nécessairement bien mieux en termes de fonctionnalités disponibles. Je parle pas d'un point de vue transparence, d'un point de vue no KYC et ce genre de choses. Et là, je pense que si on a une DeFi qui apporte énormément d'avantages sur plein de points, bien plus fort que ce qu'on retrouve justement sur les exchanges centralisés, je pense que c'est là où justement la DeFi peut prendre un tournant assez positif et peut-être convaincre un peu plus les gens. Parce que jusqu'à maintenant, c'était surtout la promesse d'un monde probablement idéalisé. Donc un monde transparent où tout le monde est libre, pas d'acteurs malveillants, tout ça. Donc voilà. Peut-être mais juste pour revenir un petit peu sur ta remarque qui est complètement spot on. Qu'est-ce qui a fait démarrer la DeFi vraiment? C'est l'arrivée d'Uniswap où tout le monde pouvait commencer à créer un marché. On pouvait tous commencer à traiter quelque chose, même si la CeFi n'avait pas encore décidé de les traiter. Et ça a vraiment donné une espèce d'énorme boom à la finance décentralisée en règle générale. On reprend un peu la même formule sur les produits dérivés en disant vous allez pouvoir lister ce que vous souhaitez, avec énormément quand même de choses pour s'assurer qu'on ne se mette pas dans trop de problèmes et que la plateforme ne devienne pas toxique. Mais ce qui m'attire, je dirais, pour l'année prochaine, c'est vraiment le fait de donner la recette et de voir un petit peu comment les gens vont l'ajuster et avec quoi ils vont décider ce qu'ils vont faire avec ça. Et si la DeFi continue à se créer un avantage unique à traiter ou à développer des produits qui ne peuvent exister que en DeFi, je pense que c'est là qu'il faut passer du temps, c'est là qu'il faut déployer des ressources. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire à la DYDX Foundation. C'est pas uniquement digitaliser ce qui existe déjà ailleurs, mais vraiment penser comment on va pouvoir créer quelque chose qui soit vraiment unique et qui va faire du protocole et du nouveau chapitre DeFi avec cette nouvelle version de DYDX, c'est quelque chose qui soit vraiment mémorable et qui marque un petit peu l'histoire de la finance centralisée. Je voulais parler un petit peu du jeton, parce que tu parlais des tokenomics juste avant. Il y a pas mal de critiques, pour être transparent sur DYDX, notamment au sujet des quantités de jetons qui ont été débloquées récemment. Je pense aussi, par exemple, aux VC qui ont financé le projet assez tôt et qui donc récupèrent beaucoup de jetons en ce moment, mais surtout sur lesquels on a
on a peu de transparence en termes de taille d'investissement, en termes de prix par jeton ou ce genre de choses. Chose qu'on voit de plus en plus quand même dans pas mal de projets crypto ou pas mal de protocoles qu'on ne voit pas nécessairement partout, mais de plus en plus. Est-ce que tu aurais peut-être davantage de données ou de transparence à donner sur ça et peut-être quelques mots à donner aussi sur tout ce qui est unlock parce que j'ai l'impression qu'il y a une réalité qui est qu'il y a beaucoup de jetons qui sont maintenant disponibles et qui n'étaient pas auparavant, mais que c'est quand même un peu plus nuancé que ça de ce que je comprends. Donc DYDX, c'est un projet qui existe depuis le 2018, donc qui a levé des fonds depuis 2018 via une différente série d'investissements avec le support de A16Z, de Paradigm, de Polychain et plein d'autres VC en règle générale. On peut pas donner toute l'information précise sur qu'est-ce qui a été fait à ce moment-là. C'est aussi notre époque. Si tu lances un projet aujourd'hui en 2023 et quand tu as commencé l'histoire de ton projet en 2018, tu évolues d'une façon différente. D'un point de vue transparence, on a quand même été le plus transparent possible en expliquant combien de pourcentage a été alloqué au VC, combien de pourcentage a été alloqué à la fondation, aux early employees ou à la communauté. Aujourd'hui, tout ça, c'est complètement transparent. Qu'est-ce que font les VC ils font ce qu'ils font parfois. Après avoir supporté un projet pendant plusieurs années, 3, 4, 5 ans, de se dire une partie de ces profits sont retirés de la table et on continue à avancer. On voit quand même beaucoup la majorité des tokens qui sont passés sur la DYDX Exchange, ce qui est quand même un signal très très fort. Alors après, il y a des gens qui vont faire un petit peu qui vont essayer de deviner qui sont derrière ces wallets. On peut pas forcément dire tout ce qu'on sait ou tout ce qu'on sait pas forcément, mais c'est important de voir, je dirais la big picture, c'est que la majorité des tokens sont passés sur la chain, donc ils sont toujours en alignement avec la chain. Beaucoup sont stakés également. Et un des plus gros, je dirais, détenteurs de DYDX aujourd'hui, c'est la communauté DYDX, qui est sur des centaines de millions de tokens, qui permettent de financer les grants, qui permettent de financer l'Operations DAO et plein d'autres projets à venir, comme notamment le Reward System, le Reward Incentive Programme qui a été mis en place il y a quelques semaines de ça, qui a été voté par la communauté. Donc quand il y a une unlock, forcément il y a des gens qui vont retirer un petit peu et mettre de côté leur profit. Pour toutes les unlocks, c'est la même chose. Est-ce qu'on peut travailler de la même façon qu'on travaillait en 2018 qu'aujourd'hui? Probablement non. Et globalement, pour nous, ça s'est bien passé d'un point de vue unlock. Évidemment, il y a un petit peu de fluctuation, mais je pense que quand on regardera cette période de 2-3 mois d'unlock dans 1 an ou 2 ans, on se rendra compte que Avec oui, du ça s'est recul. passé. Avec du recul, oui, il y a eu un peu d'activité, évidemment, comme il y a eu de l'activité sur du AV, sur de l'Uniswap au moment des unlocks, mais globalement avec une communication qui était le plus transparente possible et finalement qui sur le long terme en fait affecte pas le projet en général. Je comprends que certaines personnes puissent être sceptiques, tu vois, parce que personnellement, moi, j'ai des DYDX que j'ai touché avec les récompenses et je les ai gardés, ceux-là. Mais je me suis pas fait nécessairement, tu sais, un énorme bag avec des sous que j'avais déjà à côté pour réinjecter dedans, etc. Parce qu'il y avait quand même ce doute avec le knock de comment le prix pouvait eh bien, se déprécier ou s'apprécier ou à quel point il pouvait être volatile. Je pense qu'on commence à avoir plusieurs éléments de réponse. Je pense que le marché, au final, nous donne une réponse d'une certaine manière. Et donc, moi, je réfléchis un petit peu à tout ça. Moi, personnellement, ce qui me fait un peu peur, c'est les émissions de jetons, tu vois, qui sont quand même assez importantes dans le futur. Et je me demandais, est-ce que, genre, des tokenomics, c'est figé ou est-ce que ça peut être, ça peut évoluer dans le temps d'une certaine manière? On a vu qu'à un moment aussi, il y avait des unlocks qui avaient été reportés. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous pensez ou qui sont, entre guillemets, un peu figées d'une certaine manière? Donc les unlocks, elles vont plus évoluer aujourd'hui. Le mécanisme d'unlock a été lancé, donc les unlocks sont faites. D'un point de vue token economics, on a quand même fait un énorme changement. On est passé d'un token de gouvernance, donc simplement un token pour s'exprimer, à un token d'utilité qui permet vraiment de faire tourner la chaîne et sécuriser la chaîne. Donc c'est un énorme changement. Aujourd'hui, les gens qui décident de staker leur DYDX sont payés en USDC, sont rewardés en USDC pour les services de sécurité qui ramènent à la chaîne. Derrière, les tokens economics, les tokens emissions au niveau du protocole, elles n'ont pas changé les tokens emissions n'ont pas changé entre la V3 et la V4. Donc il n'y a pas plus de tokens qui sont passés. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que sur la DYDX chain, la sécurité de la chain et le rewards aux validateurs et aux stakers
et pas fake de l'inflation. L'inflation d'EYDX depuis le lancement du projet n'a pas été modifiée avec la chaîne. C'est super important. Quand tu achètes du Atom et que tu stakes ton Atom, tu as plus de 10% d'inflation qui fait que tu es obligé de staker, sinon C'est tu payes énorme, une taxe inversée. ouais. Il y a d'autres projets où c'est encore plus d'inflation. Il y a pas d'inflation supplémentaire sur la DYDX chain. Les stakers sont rewardés avec le succès de l'application. Donc ça, il faut bien le réaliser, c'est quand même assez énorme. Et après, derrière, en termes de gouvernance, si les conversations évoluent et que les gens décident de dire, OK, on veut changer les tokens, on veut changer l'émission de tokens en règle générale, on veut changer certaines tokens économiques, si on veut faire brûler des DYDX tokens, par exemple, ou faire d'autres activités, ou rewarder encore plus pour figer encore plus de supply sur la chaîne, par exemple. Tout ça, c'est des choses qui sont possibles avec la gouvernance. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec beaucoup de gens, des gens qui font de la recherche, des gens qui font les validateurs et la communauté en général, pour essayer de prendre ces sujets-là avec le recul, en recherchant suffisamment les sujets là aussi, essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu être expérimenté ailleurs et qu'est-ce qui pourrait avoir du sens chez DYDX. Mais globalement, les gros événements et les gros changements sont derrière nous et ils sont positifs. D'un point de vue concurrence, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que vous regardez ce qui se fait? Est-ce que vous vous inspirez de ce qui se fait? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques, particulières que d'autres font très bien et que vous aimeriez aussi bien faire? Voilà. Quel est un petit peu ton benchmark de l'écosystème et qu'est-ce que vous aimez dans ce que les autres font aussi et que vous aimeriez peut-être avoir? Donc, comment ils vous inspirent, quoi? La concurrence, elle est surveillée tous les jours depuis le début du projet, en permanence. 95% des volumes mondiaux de crypto-dérivatives se font en centralized exchanges, où il y a un petit peu d'innovation, mais c'est pas gigantesque. Mais ça reste la majorité des volumes. Après, derrière, quand on continue à monitorer le marché, on va trouver de nouveaux acteurs qui vont exister sur un L2 uniquement, qui vont exister avec des tokens économiques qui sont un petit peu, je dirais, soit borderline ou extrêmement ambitieux. D'autres équipes qui vont être vraiment travailler beaucoup plus les produits, mais sur des volumes qui vont être beaucoup plus limités. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, une partie du marché va être sensible à ces innovations-là, mais pas forcément être capable de capturer encore tous les volumes. Et il faut choisir un petit peu son sujet. C'est des décisions qui sont prises plus par les gens qui s'occupent des produits en règle générale, pour le protocole d'EYDX, ils passent du temps là-dessus. Nous, à la Fondation, on travaille d'autres sujets. On n'est pas producteur du produit ou opérateur du produit. Mais c'est une équipe de produits va devoir toujours faire un petit peu des trade-offs et dire, OK, est-ce qu'on va lancer toutes les différentes options du produit, ou est-ce qu'on va essayer de simplifier son produit pour garder une expérience qui va s'adresser en fait au plus gros du marché. Donc les gens classiques je dirais dans le benchmark et dans le monitoring de la compétition, c'est des gens comme GMX, des gens comme Hyperliquid, où il y a plein d'autres petits projets qui sont toujours très intéressants, qui sont en règle générale open source. DYDX est complètement open source également. Donc il y a toujours une série je dirais de labs experiments qui permettent derrière de lancer ces nouvelles features quand elles ont du sens et quand elles permettent de faire bouger réellement je dirais les volumes. On n'a pas la même vélocité quand on est numéro 1 mondial en DEX de dérivés par rapport à un petit nouvel entrant qui Qui n'a rien à va pouvoir perdre. évidemment mettre un petit peu surprendre les gens, et c'est rafraîchissant. Et on regarde ça avec un œil épaté. Mais il faut juste choisir et je dirais être un petit peu conscient de la machine, et choisir également son audience. Est-ce que l'audience qu'on a, Ouais. c'est les gens qui sont en permanence à la recherche de la dernière innovation, ou est-ce qu'en fait le marché nous dit, moi je veux Une traiter certaine plus de stabilité. liquidité, je Ouais. voudrais une meilleure exécution, je veux je veux des API qui soient plus réactifs pour mes bots. Il faut savoir que DYDX, c'est 80% des volumes rentrent sur le protocole via les API en fait. C'est surtout des bots. C'est de l'institutionnel, c'est des gens qui sont du high frequency. Donc il faut toujours en permanence jongler un petit peu et pas se laisser, je dirais, mettre dans un coin ou avec un seul sujet, mais rester à l'écoute
Et là-dessus, on a de la chance d'avoir chez DYDX des utilisateurs qui sont passionnés et qui viennent nous voir avec leur passion et nous dire on veut ça, on veut ci, est-ce que tu as vu ci, est-ce que tu as vu ça. Et je pense que les équipes essayent de naviguer ça au mieux, mais on a la chance d'avoir du feedback. Donc ça, c'est une arme secrète Ouais, j'essaie d'en chez donner en tout DYDX. cas. Merci, c'est toujours un plaisir. J'essaie d'en donner, mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'en fait, plus tu grossis, plus t'as à perdre en fait en faisant des changements, enfin d'une certaine manière, dans le sens où quand t'as beaucoup de liquidités, beaucoup d'utilisateurs, etc., la moindre bourde technique, ça prend des proportions qui sont assez importantes. Et tu prends des risques quoi. Donc c'est ça un peu le problème, alors qu'un petit peut bouger beaucoup plus rapidement. S'il fait des heures, c'est moins grave. Et puis il a un peu ce recul de ok, ça marche, mais il va falloir que j'ai une approche différente si je veux espérer avoir l'attention des gens. Et donc je pense que c'est aussi ce qu'on voit avec tous les exchanges qui proposent des airdrops, etc. Désormais, c'est aussi comme ça que DYDX a eu l'attention du public, je pense, à un certain moment. Et je Ouais, pense tout que à fait. d'autres aussi essayent de répéter ça. Et je pense qu'on pourrait s'attaquer à des attaques vampires, je crois qu'on appelle ça comme ça, pour essayer Ouais, peut-être de ouais, cibler les utilisateurs de DYDX, pour essayer de les capturer et derrière de les extraire. C'est un peu ce qu'on avait vu avec SushiSwap de mémoire. ouais. Donc voilà. Euh, Merci pour ces réponses. Je voulais peut-être clôturer cette interview en parlant un petit peu de toi, surtout peut-être en tant qu'investisseur ou spéculateur. Est-ce que toi, par exemple, t'investis en crypto? Est-ce que tu as des bagues? Ou même est-ce que tu investis peut-être dans des sociétés, dans l'écosystème? À quoi ressemble le portefeuille de Charles en termes d'investissement? Il est très concentré. Euh, une trentaine de pourcents Bitcoin, euh, une grosse cinquantaine de pourcents ETH, et derrière un petit peu de DeFi, un petit peu de Angel à droite et à gauche. Mais j'ai une vie qui est déjà tellement prenante que je passe pas beaucoup de temps sur les marchés. C'est J'y pas ton suis déjà toute la focus. journée en tant que donc j'ai plus une conviction de long terme. Et puis après, je fais d'autres choses pour essayer de rééquilibrer un peu les choses, un petit peu d'immobilier, mais en général via des SCPI ou des REIT, des choses qui me permettent de pas avoir géré les loyers, etc. Mais globalement, sinon, en termes de crypto pur, assez concentré, parce que voilà, c'est des convictions qui sont fortes, mais toujours une exposition et toujours un petit peu quand même un esprit joueur. Donc, je t'avouerais que de Un temps en petit temps, je brin vais de aller faire folie. un petit peu de farming à droite et à gauche, juste Ah parce que ouais, les produits sont carrément? bien. Les produits sont bien ou parce que j'ai besoin aussi pour mon métier d'être exposé à ça. Donc, j'y vais pas forcément, je suis pas all-in sur tous les sujets. Mais il y a des innovateurs, il y a des super équipes qui arrivent à droite et à gauche, qui sont de temps en temps un petit peu parfois soit des futurs compléments de DYDX ou soit un petit peu des concurrents. Et il faut aussi, si on se contente uniquement d'un article CoinDesk pour évaluer la concurrence, il y aura un problème. Donc de temps en temps, il faut mettre un peu les mains dedans et j'y vais toujours avec plaisir. Bah écoute, merci beaucoup. Peut-être, je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a peut-être un mot, ou en tout cas des paroles que tu aimerais laisser aux personnes qui sont restées jusqu'au bout de cette interview? Je sais pas s'il y a quelque chose qui t'a marqué dans ta vie, dans ton expérience dans l'écosystème, que tu aimerais peut-être laisser pour la postérité ou pour aussi... On finit vraiment Ça va, je mets on pas trop de finit en mode pression. thérapie. On finit en mode thérapie. Non, mais je me dis que tu as quand même de la bouteille dans l'écosystème et que tu as vu pas mal de cycles. Tu vois, tu me disais que tu étais dans Bitcoin depuis plus de 10 ans quand même. Ouais, peut-être un petit mot pour les gens qui sont restés jusqu'au bout. Vous construisez l'Internet, et l'Internet, il se fait avec différentes générations. Faut pas avoir peur des OG. Les OG vont être tout doucement remplacés par d'autres OG ensuite. Il y a les OG de l'Internet classique, et après il y a les OG de la crypto. Donc il y a de la place pour tout le monde. Il faut continuer à faire ce que vous faites, c'est écouter les podcasts, écouter les avis, apprendre d'autres personnes. C'est en général comme ça qu'on apprend encore plus vite. Et si vous avez décidé de passer votre temps en crypto et d'en faire votre métier, c'est une super décision. Il faut être patient, il faut pas être trop émotif et se dire que c'est une vraie construction de l'Internet. Donc derrière la spéculation ou la nouvelle du marché en permanence, c'est se dire qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 2, 3, 10 ans passés et se dire bah, en fait j'ai contribué ou j'ai construit via une start-up ou via des investissements ou via ma participation dans une DAO des nouvelles générations de produits qui permettent à des gens dans le monde entier, et on parlait de l'Asie tout à l'heure, d'avoir accès à des choses qui sont parfois naturelles chez nous en France,
mais qui vont être complètement nouvelles et complètement disruptives d'un point de vue positif pour des millions de vies à l'autre bout du monde. Donc de la même façon que l'Internet a changé nos vies, la decentralized finance est en train de changer nos vies et beaucoup, beaucoup de vies. Les gouvernements sont en train de catch up avec nous. Donc pour moi, c'est vraiment une chance unique et de se dire, voilà, est-ce que je fais vraiment le mieux avec cette opportunité qui vient à moi, ou est-ce que je zappe et je passe à droite à gauche et je creuse pas vraiment la raison pourquoi en fait on est là. Non, les gens peuvent continuer à traiter et à trader et à spéculer, ça y a pas de problème. Mais prendre un peu de recul et se dire c'est quand même fou cette industrie dans laquelle je suis, la vitesse à laquelle ça va et en fait l'impact mondial que ces produits et que ces équipes ont. Donc il faut être grateful pour ça et garder un petit peu de sens quand on a la tête dans le guidon, comme on l'a trop souvent tous sur les marchés crypto et dans l'industrie crypto en général. Ça marche. Merci beaucoup pour ton temps, Charles. On se retrouve très vite. C'était Picsou. C'était Charles. Tchuss. Merci à toi. Salut.